Le 14 mars 1849, le palais de justice du comté de Loon, en Alabama, brûla entièrement dans ce que les autorités qualifièrent d'accident malheureux causé par une lampe renversée. Mais parmi les cendres, les enquêteurs découvrirent de quelque chose qui ne correspondait pas à la version officielle. 3 ensembles de restes humains dans le sous-sol, enchaînés à des anneaux de fer scellés dans les murs de pierre. Les registres du greffier du comté couvrant les années 1847 à 1849 furent totalement détruits, ainsi que les actes de propriété, les certificats de mariage et, plus crucial encore, les documents de succession du domaine Sutton. Pendant plus d'un siècle, les descendants des familles du comté de Loon ont chuchoté sur ce qui s'est réellement passé à la plantation Bell River durant ces 2 années, sur les filles jumelles du colonel Nathaniel Sutton et sur l'esclave nommé Marcus, qui aurait réussi à tout consigner par écrit avant de disparaître. Ce que vous allez entendre a été reconstitué à partir de lettres survivantes, de dossiers médicaux provenant de Mobile et de témoignages remis à une société abolitionniste du Nord, scellés jusqu'en 1963. Avant de poursuivre l'histoire des sœurs Sutton et des secrets qui ont consumé toute une communauté, assurez-vous d'être abonné à Liturgy of Fear et d'activer la cloche de notification. Nous explorons les recoins les plus sombres de l'histoire américaine que les manuels scolaires n'osent pas aborder. Et laissez un commentaire pour nous dire de quel État ou de quelle ville vous nous écoutez. Nous aimons savoir d'où notre public découvre ces horreurs oubliées. La vérité sur la plantation Bell River ne commence pas avec l'incendie, mais avec des funérailles 2 ans plus tôt, et avec 2 femmes, à qui l'on avait appris que survivre signifiait exercer un contrôle absolu. Le comté de Loon, en 1847, s'étendait sur certaines des terres cotonnières les plus riches de l'Alabama. Une terre noire qui enrichissait les hommes et sculptait le paysage en royaume de maisons à colonnes blanches, entouré de champs s'étendant jusqu'à l'horizon. Le chef-lieu du comté, Annville, se trouvait au centre de tout, un ensemble de bâtiments en briques et de rues en terre où les planteurs faisaient des affaires, tandis que leurs épouses faisaient semblant d'ignorer d'où provenait réellement la fortune familiale. La plantation Bell River se situait à 8 miles au sud de la ville, accessible uniquement par une route privée serpentant à travers des chênes aquatiques et traversant 2 affluents de la rivière Alabama. Le colonel Nathaniel Sutton avait fait construire la maison principale en 1828, une structure de 3 étages comportant 12 pièces avec une cuisine séparée reliée par une galerie couverte. Les quartiers des esclaves, 24 cabanes disposées en 2 rangées parfaitement alignées, se trouvaient à 1/4 de mile derrière la maison principale, suffisamment proches pour être appelées rapidement, suffisamment éloignées pour que le colonel n'ait pas à entendre les sons des vies qu'il possédait. Le colonel avait fait fortune dans le coton, mais sa réputation reposait sur toute autre chose. Il avait servi dans la guerre contre les Creeks sous Andrew Jackson et était revenu de ce conflit convaincu que les êtres humains pouvaient être améliorés par un élevage méthodique, de la même manière que l'on améliore le bétail. Sa bibliothèque contenait des traités médicaux de Philadelphie, des revues agricoles de Virginie et une correspondance personnelle avec des hommes d'université partageant ses convictions sur les hiérarchies raciales et le destin biologique. Il tenait des registres méticuleux, mesures, observations, généalogie remontant sur 3 générations. Ses voisins le disaient excentrique, mais brillant. Ses esclaves l'appelaient autrement, mais jamais là où des oreilles blanches pouvaient entendre. Le colonel ne s'était jamais marié. À la place, il avait acheté en 1824 une femme esclave nommée Ruth auprès d'un marchand de Charleston, décrite dans l'acte de vente comme étant d'un teint exceptionnellement clair et d'un maintien distingué. Ruth donna naissance à des jumelles en 1825, Sarah et Catherine. Le colonel les éleva dans la maison principale, leur offrit des précepteurs venus de Mobile, les habilla de vêtements raffinés commandés à la Nouvelle-Orléans, mais il ne les affranchit jamais. Il ne les reconnut jamais légalement comme ses filles. Sur le papier, elles restaient sa propriété. Un arrangement qui lui donnait une autorité absolue sur chaque aspect de leur existence. Sarah et Catherine grandirent dans un isolement particulier. Elles apprirent à lire et à écrire, à peindre à l'aquarelle et à jouer du pianoforte. Elles étudièrent la littérature et les mathématiques, la géographie et le français. Mais elles quittaient rarement les limites de la plantation. Le colonel contrôlait qui venait les voir et quand, filtrant chaque contact social potentiel selon ses propres critères rigides. Il leur disait qu'elles étaient spéciales
qu'elles avaient reçu des avantages qui les élevaient au-dessus de leurs conditions, mais que le monde, au-delà de Belle River, ne les comprendrait ni ne les accepterait jamais. Il leur enseigna que la sécurité venait de la réclusion, que la confiance était une faiblesse, et que le pouvoir, même limité, était la seule monnaie qui comptait. Les jumelles apprirent ces leçons trop bien. Elles développèrent leur propre langage de regards et de gestes, finissant les phrases l'une de l'autre, parfois silencieuses pendant des jours, ne communiquant que par des billets glissés sur la table du dîner. Elles portaient des robes identiques aux couleurs coordonnées. Sarah en vert profond, Catherine en bleu nuit. Elles lisaient les mêmes livres, au même rythme, l'une commençant par le début, l'autre par la fin, se rejoignant au milieu. Elles partageaient tout, brosses à cheveux, bijoux, secrets, et finalement quelque chose de plus sombre. Leur mère, Ruth, mourut en 1839, officiellement d'une pneumonie, bien que les quartiers d'esclaves aient murmuré à propos d'échymose sur ses bras et de la peur dans ses yeux durant ces dernières semaines. Après sa mort, le contrôle du colonel sur ses filles se resserra comme un nœud coulant. Il fit installer des serrures sur leurs portes de chambre qui ne pouvaient être ouvertes que de l'extérieur. Il exigea qu'elles remettent chaque semaine des rapports écrits sur leurs activités, leurs pensées, leurs rêves. Il commença à les tester, laissant des objets de valeur bien en vue pour voir si elles les voleraient, leur présentant des visiteurs masculins pour observer leurs réactions, créant des situations destinées à révéler toute rébellion cachée. La plantation prospéra durant ces années. En 1847, le colonel possédait 63 personnes réduites en esclavage, dont le travail produisait 142 balles de coton par an. Il vendait sa récolte par l'intermédiaire de commissionnaires à mobile et réinvestissait les profits dans davantage de terres, davantage d'esclaves, davantage de livres pour sa bibliothèque toujours croissante. La population asservie de Belle River présentait un profil démographique inhabituel. Une proportion disproportionnée d'individus à la peau claire, plus d'enfants que le taux de natalité ne l'aurait justifié, et un schéma troublant de familles séparées et vendues dès que les enfants atteignaient l'adolescence. Le contremaître, un homme nommé Jonas Pritchett, travaillait à Belle River depuis 15 ans. Il vivait dans un cottage près des quartiers d'esclaves et exécutait les ordres du colonel avec une précision mécanique. Pritchett tenait ses propres registres, journaux de punition, affectation de travail, restrictions alimentaires pour les esclaves que le colonel avait désignés pour son programme d'élevage. Ces carnets, rédigés dans l'écriture serrée de Pritchett, documentèrent des atrocités avec le ton désinvolte de rapports agricoles. Quelles femmes étaient forcées d'entrer dans quelles cabanes? Quels enfants étaient engendrés par quels hommes? Quelles grossesses étaient interrompues? Et par quelle méthode? Dans la maison principale, Sarah et Catherine comprenaient plus que leur père ne le pensait. Elles lisaient ces journaux lorsqu'ils se rendaient à Mobile pour affaires. Elles écoutaient aux portes et recueillaient des fragments de conversation entre Pritchett et le colonel. Elles savaient ce qui se passait dans les quartiers après la tombée de la nuit. Elles savaient quels esclaves étaient leurs demi-frères et demi-sœurs. Elles savaient que leur père considérait les êtres humains comme des sujets expérimentaux dans son laboratoire personnel de théorie raciale. Et elles apprirent à le haïr d'une haine froide et patiente qui l'aurait terrifié s'il en avait pris conscience. Le matin du 3 février 1847 arriva avec une chaleur inhabituelle, les températures atteignant les bas 60 degrés avant même midi. Le colonel Sutton avait passé la soirée précédente dans son bureau, travaillant à la lumière d'une lampe sur une correspondance avec un professeur du Medical College of South Carolina. Le personnel de la maison ne remarqua rien d'inhabituel lorsqu'il ne se présenta pas au petit déjeuner. Il travaillait souvent toute la nuit et dormait tard. Ce fut Pritchett qui le trouva à 10 heures, affaissé dans son fauteuil de cuir, des papiers éparpillés sur son bureau. Le visage du colonel avait une teinte grisâtre et, lorsque Pritchett lui toucha la main pour le réveiller, la peau était froide et cireuse. Le docteur Amos Grayfield arriva de Hanville 2 heures plus tard et déclara le colonel Nathaniel Sutton mort, estimant l'heure du décès entre minuit et l'aube. « Crise sévère », déclara le docteur Grayfield, jetant à peine un regard au corps. L'homme avait 56 ans. Il s'est épuisé par le travail. Je l'avais averti de son tempérament calorique et de l'excès de tension mentale. Le cœur lâche. C'est aussi simple que ça. Mais plusieurs détails ne correspondaient pas à ce diagnostic trop commode. Le plateau du dîner du colonel, apporté dans le bureau à 8 heures la veille au soir, se trouvait sur une table d'appoint, la nourriture à peine touchée. Une tasse de café,
depuis longtemps refroidi, présentait un résidu étrange au fond, un sédiment fin qui scintillait faiblement à la lumière de la lampe. La dernière lettre du colonel, adressée à son avocat à Mobile, restait inachevée au milieu d'une phrase « J'ai pris certaines dispositions concernant l'avenir de mes filles qui doivent être exécutées précisément comme stipulé pour leur propre protection et pour la préservation de l'œuvre de ma vie. Si quiconque tente de… » La phrase s'arrêtait là, la plume traçant une ligne tremblante sur la page, comme si sa main avait soudain perdu toute force. Sarah et Catherine se tenaient ensemble dans le couloir devant le bureau de leur père, vêtues de robes de deuil noires assorties qu'elles avaient, d'une manière ou d'une autre, obtenues sans avoir eu connaissance préalable de sa mort. Leur visage ne montrait ni larmes, ni choc, ni chagrin. Elles se tenaient par la main, les doigts entrelacés, et observèrent la scène avec une expression identiquement calme et vigilante. « Nous devrions l'examiner plus en détail », suggéra M. Harold Brinidge, un planteur voisin venu présenter ses respects. « Nathaniel était en bonne santé le mois dernier lorsque je l'ai vu au palais de justice. Cela me semble plutôt soudain. »« Le colonel s'est travaillé jusqu'à la tombe », répliqua sèchement le docteur Greyfield, irrité que son jugement professionnel soit remis en question. « J'ai vu cela 100 fois. Le corps lâche, tout simplement. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je dois parler aux filles au sujet des arrangements funéraires. » Mais le docteur Greyfield n'eut jamais cette conversation. Sarah s'adressa à lui la première, sa voix parfaitement maîtrisée et froide comme une pluie de janvier. « Docteur Greyfield, nous vous remercions de votre diligence. Les funérailles auront lieu dans 3 jours, avec inhumation dans le caveau familial. Monsieur Jeremiah Osgood, l'avocat de notre père à Mobile, a été convoqué et devrait arriver demain soir. Jusqu'à ce que le testament soit lu et la succession réglée, Catherine et moi gérerons les affaires de la plantation. Pritchett continuera comme contremaître sous notre supervision directe. » Les hommes dans la pièce échangèrent des regards. Les femmes ne géraient pas des plantations, certainement pas des femmes célibataires de 22 ans à peine. Et il y avait autre chose, quelque chose qu'ils ne parvenaient pas à formuler. Le sentiment que Sarah et Catherine attendaient ce moment, qu'elles avaient répété ces mots et savaient exactement comment les événements allaient se dérouler. « Voyons, mademoiselle Sarah, » commença M. Brinidge, sur le ton condescendant que les hommes réservaient aux femmes parlant de sujets dépassant leur compréhension. « Notre père nous a spécifiquement éduqués pour cette éventualité, » l'interrompit Catherine, sa voix le miroir de celle de sa sœur. « Nous comprenons la rotation des cultures, les facteurs du marché, la gestion de la main-d'œuvre des champs. Nous avons étudié ces méthodes pendant des années. Cette plantation continuera de fonctionner à son niveau actuel de productivité. Ce que les hommes ne savaient pas, ne pouvaient pas savoir, c'est que Sarah et Catherine s'étaient préparées pour ce jour pendant des mois. Elles avaient étudié les livres de comptes de leur père, mémorisé les noms et les capacités de chaque personne réduite en esclavage sur la propriété, appris quels marchands de Hanville pouvaient être manipulés et lesquels devaient être évités. Elles avaient prévu chaque éventualité, sauf une. Le contenu précis du testament de leur père. Les funérailles eurent lieu le 6 février, sous un ciel gris menaçant la pluie, sans jamais la livrer. 43 voisins et associés commerciaux y assistèrent, se rassemblant dans le salon où le corps du colonel reposait dans un cercueil de noyer doublé de satin blanc. Le révérend Samuel Yates, de l'église presbytérienne de Hanville, prononça un éloge funèbre louant les contributions du colonel à la prospérité agricole de l'Alabama et son dévouement à l'avancement des connaissances scientifiques. Aucune personne réduite en esclavage de Bell River n'assista au service, bien qu'elles se soient réunies ce soir-là dans les quartiers pour leur propre cérémonie. Un mélange d'hymnes chrétiens et de traditions plus anciennes, chantant des chansons célébrant la libération et le règlement des comptes. Elles gardaient leur voix basse, mais le son portait à travers les champs jusqu'à la véranda de la maison principale où Sarah et Catherine étaient assises. « Ils pensent qu'ils sont libres maintenant, » dit doucement Sarah. « Ils apprendront le contraire, » répondit Catherine. Jeremiah Osgood arriva de Mobile le soir suivant les funérailles. C'était un homme corpulent d'une 50aine d'années, aux cheveux argentés et à la manière prudente de quelqu'un habitué à annoncer de mauvaises nouvelles à des personnes capables de lui compliquer la vie. Il portait une sacoche en cuir contenant le testament du colonel Sutton et plusieurs documents scellés destinés uniquement aux jumelles. La lecture eut lieu dans le bureau du colonel, désormais soigneusement nettoyé de toute trace de ses dernières heures.
Sarah et Catherine étaient assises ensemble sur une causeuse, leurs robes de deuil noir bruissant légèrement lorsqu'elles ajustaient à leur posture. Pritchett se tenait près de la porte, non invité mais toléré, le visage buriné, impassible. Osgood ouvrit sa sacoche et en sortit un épais document relié d'un ruban noir. Le colonel Sutton a révisé son testament le 12 décembre 1846, moins de 2 mois avant sa mort. Les dispositions sont peu conventionnelles. Les paragraphes d'ouverture concernaient des legs caritatifs standards à l'église presbytérienne et la distribution d'objets personnels à divers acquaintances. Puis Osgood arriva à la section concernant la plantation et ses habitants. À mes filles Sarah et Catherine Sutton, je lègue l'intégralité de la plantation Bell River, y compris toutes les terres, structures, bétail, équipements et biens humains, à détenir conjointement et à parts égales entre elles. Toutefois, ce legs est conditionné aux stipulations suivantes, qui doivent être satisfaites dans un délai de 24 mois à compter de ma mort. Osgood fit une pause, s'éclaircit la gorge avec malaise et poursuivit. Premièrement, les 2 filles doivent contracter un mariage chrétien légal avec des hommes de caractère et de statut appropriés, approuvés par l'exécutif de cette succession. Deuxièmement, les 2 mariages doivent produire une descendance légitime dans le délai stipulé. Troisièmement, les filles doivent maintenir la plantation à son niveau actuel de productivité et démontrer une gestion saine de ses ressources. La main de Sarah se crispa sur celle de Catherine, leur jointure blanchissant. Si ces conditions ne sont pas remplies, poursuivit Osgood d'une voix plus basse, la plantation Bell River et tous ses actifs seront vendus aux enchères publiques et le produit sera distribué équitablement aux institutions caritatives suivantes. La liste comprenait des collèges agricoles, des sociétés médicales et des organisations dédiées à l'avancement de la compréhension scientifique des populations humaines, la dernière tentative du colonel pour assurer la survie de son idéologie après sa mort. Il y a autre chose, dit Osgood, en retirant un second document. Une lettre privée pour vous 2. Il tendit l'enveloppe scellée à Sarah, qui brisa le seau de cire avec son ongle. À l'intérieur, l'écriture de leur père couvrait 3 pages de papier de coton épais. Catherine se pencha près d'elle, et elles lurent ensemble en silence. La lettre expliquait le raisonnement du colonel avec une clarté glaçante. Il avait observé leur attachement qu'il jugeait contre nature, leur rejet des intérêts féminins normaux, liés à la cour et au mariage. Il avait conclu qu'elles ne se sépareraient jamais volontairement, qu'elles ne formeraient jamais d'alliance appropriée avec des hommes capables de poursuivre son œuvre et de gérer correctement son domaine. Il avait donc créé une situation où elles n'avaient pas le choix, se marier et procréer ou tout perdre. Mais le dernier paragraphe de la lettre contenait quelque chose de plus troublant encore. J'ai pris des dispositions pour m'assurer que vous choisirez judicieusement. Mon réseau de correspondance s'étend dans tout l'État et au-delà. Ils observeront, rendront compte de votre conduite et de vos choix. Souvenez-vous toujours que vous êtes ce que j'ai fait de vous, et que vous ne pouvez échapper à la vérité fondamentale de votre nature, quelle que soit la façon dont vous pourriez prétendre le contraire. Le sang qui coule dans vos veines est à la fois votre privilège et votre prison. Sarah replia soigneusement la lettre et la remit dans l'enveloppe. Lorsqu'elle leva les yeux vers Osgood, son expression ne trahissait rien. Nous comprenons les termes. Qui est l'exécutif? Moi-même, ainsi que M. Brinidge, en tant que co-exécutif. Nous sommes chargés d'approuver toute proposition de mariage et de veiller au respect des conditions. 24 mois, dit Catherine. Cela nous mène jusqu'en février 1849. Exact. Je dois dire, mesdemoiselles, que les dispositions de votre père sont hautement irrégulières. La plupart des avocats auraient déconseillé. L'esprit de notre père lui appartenait entièrement, l'interrompit Sarah. Nous nous conformerons à ses volontés. Maintenant, si vous voulez bien nous excuser, nous avons des affaires de plantation à régler. Après le départ d'Osgood, qui promit de revenir dans 6 mois pour évaluer leurs progrès, les jumelles restèrent dans le bureau. Elles s'assirent sur le fauteuil de leur père, Catherine sur l'assise, Sarah perchée sur l'accoudoir, et regardèrent les murs tapissés de journaux et de traités médicaux, les registres consignant 2 décennies d'expérimentations humaines déguisées en gestion agricole. Nous ne pouvons pas trouver des maris convenables en 24 mois, dit enfin Catherine. Il savait cela. Il a conçu ce plan pour échouer. Pas si nous contrôlons chaque variable, répondit Sarah. Père nous a appris cela. Il croyait que les humains pouvaient être élevés comme du bétail, que chaque aspect de la reproduction pouvait être géré et dirigé. Nous allons lui donner raison, mais pas de la manière qu'il avait prévue.
Que suggères-tu » Sarah se leva et se dirigea vers le bureau de leur père, ouvrant le tiroir du bas, où il conservait ses registres les plus privés. Elle en sortit un journal relié de cuir et l'ouvrit à une page marquée d'un ruban de soie. Les registres d'élevage de père. Il a tout documenté. Quelle combinaison fonctionnait, quels résultats, quelle lignée il jugeait supérieure, quels individus il désignait pour son programme. Catherine la rejoignit, lisant par-dessus son épaule. Les entrées étaient cliniques, déshumanisantes, décrivant des personnes comme du bétail. Acheté mâle, environ 25 ans de la succession Williamson. Bonnes dents, dos solide, apprend vite les tâches. Marque visible sur le dos, indiquant une propriété antérieure en Virginie. Apparié avec la femelle numéro 4. Résultat, un enfant mâle vendu en 1837. Une enfant femelle conservée pour élevage futur. C'était un monstre, murmura Catherine. Oui, répondit Sarah, mais il était méthodique. Et quelque part dans ces registres se trouve la solution à notre problème. Au cours des semaines suivantes, Sarah et Catherine s'immergèrent dans la documentation de leur père. Elles découvrirent toute l'ampleur de ses obsessions. Des journaux couvrant 20 ans, des généalogies détaillées, des mesures physiques, des observations sur le tempérament et les capacités. Il traitait Belle River comme un laboratoire, sa population réduite en esclavage comme des sujets expérimentaux, le tout au service de ses théories sur les hiérarchies raciales et l'amélioration humaine. Mais au sein de cette documentation, elles trouvèrent quelque chose d'inattendu, des preuves d'intelligence, de résilience et de résistance chez ceux-mêmes que leur père avait tenté de réduire à des points de données. Des esclaves qui avaient appris à lire malgré les interdictions. Des femmes qui utilisaient des herbes et des savoirs populaires pour contrôler leur propre fertilité, sabotant discrètement le programme d'élevage du colonel. Des hommes qui sabotèrent les équipements et ralentissaient la productivité de manière apparemment accidentelle. Leur père avait noté ces défaillances, sans jamais les reconnaître comme des actes de rébellion. Un nom apparaissait à plusieurs reprises dans les journaux tardifs, toujours accompagné d'annotations de frustration. Ruth, leur mère. Le colonel l'avait achetée en s'attendant à une porteuse docile d'enfants pour ses expériences. À la place, il avait trouvé une femme qui lui résistait de façon subtile et persistante, apprenant à ses filles à lire lorsqu'il était absent, leur murmurant des récits de la vie qu'elle avait connue avant l'esclavage, plantant des graines de doute quant à son autorité absolue. Elle a essayé de nous protéger, dit Catherine en traçant du doigt le nom de leur mère dans le registre, même quand elle ne pouvait pas se sauver elle-même. Alors, nous lui devons plus que la survie, répondit Sarah. Nous lui devons la victoire. Mais la victoire exigeait des ressources, du temps, et un dernier élément qu'elle ne possédait pas encore, un homme qu'elle pourrait contrôler entièrement, dont la présence satisferait la lettre du testament de leur père, tout en violant complètement l'esprit. La solution arriva à la fin d'avril, bien qu'elles ne la reconnurent pas immédiatement. La vente aux enchères de printemps à Huntsville attira vendeurs et acheteurs de toute l'Alabama centrale, transformant la place du palais de justice en un marché de misère humaine. Les personnes réduites en esclavage se tenaient sur une estrade surélevée, pendant que des hommes blancs les examinaient comme du bétail, vérifiant les dents et la musculature, posant des questions intrusives sur leur passé professionnel et leur santé. L'air était chargé de poussière, de sueur et de peur. Sarah et Catherine y assistèrent avec Pritchett, officiellement pour acheter des travailleurs supplémentaires pour les nouvelles terres qu'elles prévoyaient de cultiver. Elles portaient encore des voiles noirs de deuil, ce qui leur donnait une certaine anonymat dans la foule et leur permettait d'observer sans être trop observés. Les ventes du matin se déroulèrent de manière prévisible. Des travailleurs des champs vendus à des propriétaires de plantations, des domestiques à des familles urbaines, des enfants arrachés à leurs parents et vendus à des acheteurs différents. Puis, peu avant midi, quelque chose d'inhabituel apparut sur l'estrade. « Lot suivant » annonça le commissaire-priseur, propriété de la succession Granville, récemment décédé. Un mâle, âge approximatif 28 ans, du nom de Marcus, sait lire et écrire, a servi comme domestique et précepteur des enfants Granville. Aucun antécédent de rébellion, aucune tentative de fuite. Enchère de départ, $1000. Marcus se tenait sur l'estrade, le dos droit et le regard posé, ni défiant, ni soumis. Il portait des vêtements propres mais usés, et ses mains, les mains de quelqu'un qui travaillait avec des registres plutôt qu'avec le coton, ne présentaient aucun cale. Sa peau était de plusieurs tons plus clairs que celle de la plupart des personnes vendues ce matin-là,
suggérant une ascendance mixte. Mais ce qui attira l'attention de Sarah était tout autre chose. La manière dont il balayait la foule du regard, non pas avec la résignation vaincue qu'elle attendait, mais avec calcul, comme s'il évaluait les acheteurs potentiels de la même façon qu'il l'évaluait, lui. « Les esclaves instruits sont un risque », cria quelqu'un dans la foule. « Ça leur donne des idées au-dessus de leurs conditions. Parfait pour une maison qui a besoin de tenir sa comptabilité », répliqua un autre. Le commissaire-priseur compta les mains levées. « Combien d'entre vous savent équilibrer leur propre compte? Voilà un homme qui peut le faire pour vous. Alors, qui dit 1000 $? Les enchères commencèrent lentement. La plupart des planteurs ne voulaient pas d'un esclave mal instruit. Trop de potentiel pour les ennuis, pour lire des journaux abolitionnistes, pour falsifier des laissez-passer. Mais quelques commerçants urbains montrèrent de l'intérêt, voyant la valeur d'un homme capable de gérer des magasins ou de traiter la correspondance. Sarah se pencha vers Pritchett. « Enchérissez. Miss Sarah, nous n'avons pas besoin de… » Pritchett leva la main. « 1000, 1200, lança un marchand de Montgomery. 1300, répondit Pritchett. Les enchères montèrent jusqu'à 1600, avant que le marchand de Montgomery n'abandonne, secouant la tête devant le prix excessif d'un seul esclave mâle, instruit ou non. Sarah avait payé bien au-dessus de la valeur du marché, un fait qui alimenterait les ragots dans les semaines suivantes. Marcus fut livré à Bell River 3 jours plus tard, parcourant à pied les 8 miles depuis Huntville, avec ses maigres possessions dans un sac de toile. Pritchett l'accueillit à l'entrée de la plantation et le conduisit directement à la maison principale où Sarah et Catherine l'attendèrent dans le bureau. « Vous savez lire et écrire » dit Sarah. Ce n'était pas une question. « Oui, madame. » La voix de Marcus était instruite, mesurée, ne révélant rien de ce qu'il pouvait penser. « Vous avez été le précepteur des enfants Granville. Que leur enseignez-vous? Lecture, écriture, arithmétique, un peu de géographie et d'histoire. Ce que leur père demandait. » Catherine tourna lentement autour de lui, l'évaluant. Les Granville étaient connus pour être abolitionnistes. Des Quakers, je crois. Ils autorisaient l'éducation de leurs esclaves. Pour la première fois, quelque chose vacilla dans les yeux de Marcus. Peut-être de la lassitude, ou la reconnaissance que cette conversation était plus complexe qu'elle n'en avait l'air. Monsieur Granville croyait que tous les êtres humains possédaient une âme et un esprit dignes d'être développés, madame. « Et vous » demanda Sarah. « Que croyez-vous ? Je crois que je me tiens devant 2 femmes qui ont payé trop cher pour moi, et qui ont clairement quelque chose de précis en tête, au-delà du travail des champs. » Les jumelles échangèrent un regard. Leur père leur avait appris à considérer les esclaves comme des objets, incapables d'analyse ou de pensée autonome. Marcus venait de démontrer les deux en moins de 30 secondes. « Nous avons une situation inhabituelle, » dit Sarah avec prudence. « Notre père est mort récemment, laissant des conditions à notre héritage qui exigent des solutions créatives. Nous avons besoin de quelqu'un d'instruit, de discret et capable de comprendre des arrangements complexes. Quel genre d'arrangement? Le genre qui doit rester strictement privé au sein de cette maison, répondit Catherine. Vous vivrez dans la maison principale, pas dans les quartiers. Vous aurez accès à la bibliothèque de notre père. Vous serez bien traité, correctement nourri, bénéficierez de libertés qui seraient extraordinaires ailleurs. Mais en échange, vous ferez exactement ce que nous dirons, quand nous le dirons, sans question ni hésitation. » Marcus resta silencieux un long moment. Lorsqu'il parla, sa voix était très basse. « Et si je refuse ces conditions non précisées? Alors vous serez vendu plus au sud, » répondit Sarah sans détour. « Dans des plantations de coton du Mississippi, où les esclaves instruits sont travaillés jusqu'à la mort dans les champs pour leur ôter toute prétention intellectuelle. Je peux vous faire monter sur un bateau en moins d'1 semaine. » Ce n'était pas une menace en l'air, et Marcus le savait. « Que voulez-vous de moi? »« Cela dépend, » dit Catherine. « Savez-vous garder des secrets, même ceux qui pourraient être utilisés comme des armes? J'ai gardé des secrets toute ma vie, madame. J'ai dû le faire pour survivre. » Sarah se dirigea vers la fenêtre, regardant les terres de la plantation. « Le testament de notre père nous oblige à nous marier dans les 24 mois ou à tout perdre. Mais nous n'avons aucune intention de nous soumettre à des mariages arrangés par des hommes qui nous considèrent comme des biens à gérer. Nous allons donc subvertir les termes tout en les respectant techniquement. Je ne comprends pas. Vous comprendrez, dit Catherine. Mais d'abord, nous devons savoir si nous pouvons vous faire une confiance totale et absolue. » Au cours des jours suivants, Sarah et Catherine mirent Marcus à l'épreuve, de manière subtile et manifeste. Elles lui donnèrent accès à la bibliothèque de leur père et observèrent ce qu'il lisait.
Elles sollicitèrent ses opinions politiques, à l'affût de sympathies abolitionnistes. Elles observèrent ses interactions avec les autres esclaves de Belle River, cherchant à voir s'il tentait d'organiser ou d'agiter. Marcus se révéla remarquablement adaptable. Il restait réservé, parlait avec prudence et démontrait une intelligence affinée par des années à naviguer dans un terrain social dangereux. Il comprenait que les esclaves instruits occupaient une position précaire, suffisamment précieux pour être conservés, suffisamment dangereux pour être craints. Ce que les jumelles ignoraient ne pouvaient pas encore savoir, c'est que Marcus avait ses propres secrets et son propre agenda. Les Granville étaient effectivement des Quakers aux tendances abolitionnistes. Plus encore, il faisait partie d'un réseau informel qui recueillait des témoignages d'esclaves sur la réalité de la vie dans les plantations. Marcus avait passé 5 ans à documenter des atrocités, consignant noms, dates et détails dans une sténographie codée qu'il avait lui-même développée. Lorsque les Granville moururent, tous deux à 1 semaine d'intervalle de la fièvre, leurs parents vendirent rapidement le domaine, y compris Marcus, avant que quiconque ne découvre le coffre caché dans la cave à Racine, contenant des années de preuves soigneusement conservées. Marcus avait réussi à récupérer ses carnets les plus importants avant la vente, les dissimulant dans une Bible évidée que personne de blanc ne jugea utile d'inspecter. Il avait été acheté et amené à Belle River, s'attendant à une nouvelle période d'observation et de documentation prudente. À la place, il se retrouva au cœur de quelque chose de bien plus étrange et potentiellement plus dangereux. À la mi-mai, l'arrangement se précisa. Marcus servirait de secrétaire privé aux jumelles, gérant les comptes du ménage et la correspondance. Mais plus encore, il deviendrait leur confident dans un plan qu'elle n'avait pas encore entièrement révélé. Sarah exposa leur projet un soir du début juin, après que les domestiques de la maison eurent regagné leur quartier et que tous trois se retrouvèrent seuls dans le bureau. Le testament de notre père exige que nous nous marions et que nous ayons des enfants dans les 24 mois, commença-t-elle. Les exécuteurs doivent approuver notre choix d'époux, des hommes de caractère et de position convenables. Mais le testament ne dit rien sur le fait que ces maris doivent nous convenir, seulement qu'ils remplissent des critères externes. Je ne suis pas sûr de suivre, dit Marcus. Catherine sourit, et il y avait dans ce sourire quelque chose de presque sauvage. Nous allons épouser des hommes que nous pourrons contrôler complètement. Des hommes âgés, maladifs, ou assez désespérés pour accepter n'importe quelle condition afin de s'attacher à une plantation riche. Des hommes qui nous donneront une légitimité légale sans interférer dans la manière dont nous gérons Belle River. Et les enfants ? Demanda Marcus, bien qu'il commence à comprendre. La biologie est la biologie, répondit Sarah sans détour. Notre père a passé 20 ans à prouver que la lignée peut être gérée stratégiquement. Les exécuteurs doivent voir des mariages et des grossesses. Ils n'ont pas besoin de voir ce qui se passe derrière des portes closes. La pleine implication de leurs paroles frappa Marcus comme de l'eau glacée. Elle voulait qu'il engendre leurs enfants, créant l'apparence d'héritiers légitimes, tandis que les jumelles maintiendraient le contrôle, grâce à des mariages existant uniquement sur le papier. « Vous me demandez de commettre un acte qui pourrait nous faire tous tuer, » dit-il lentement. « Personne ne découvrira rien, » interrompit Catherine. « Nous contrôlons entièrement cette maison. Les mariages seront arrangés avec soin. Chaque détail sera géré, chaque témoin potentiel, chaque preuve. Vous serez protégés. » Protégé ? Marcus laissa échapper un rire amer. Je suis un esclave. Il n'y a aucune protection pour moi. Si cela échoue, vous serez ruinés socialement, peut-être envoyés ailleurs. Moi, je serai pendu ou brûlé vif. Ce qui est précisément la raison pour laquelle vous serez motivé à faire en sorte que cela n'échoue pas, répondit Sarah. Et en échange, vous recevrez quelque chose qui vaut le risque. Qu'est-ce qui pourrait valoir la liberté ? La liberté légale documentée, dit Catherine doucement, et suffisamment d'argent pour partir vers le nord et commencer une nouvelle vie. Nous attendrons que les enfants soient nés et que le domaine soit sécurisé. Ensuite, nous vous affranchirons, vous fournirons des fonds et vous enverrons loin avec une histoire de couverture solide. Marcus les observa tour à tour, cherchant le mensonge ou la promesse creuse. Et si je refuse ? Vous ne refuserez pas, dit Sarah avec certitude, parce que vous désirez la liberté plus que vous ne craignez la mort, et que vous êtes assez intelligent pour reconnaître que c'est votre seule véritable chance. Elle avait raison, et il le savait. Mais il y avait autre chose, quelque chose que les jumelles n'avaient pas envisagé. Marcus voyait dans leur plan non seulement un chemin vers sa liberté personnelle, mais aussi une occasion de documenter et de dénoncer tout le système, les secrets de la famille Sutton,
les expériences du colonel, le réseau de planteurs et de contremaîtres ayant collaboré à des décennies d'atrocités. Il pourrait envoyer ces informations vers le nord et porter un coup à l'institution qui lui avait volé sa vie. « J'accepte, dit-il enfin, à une condition. »« Vous n'êtes pas en position de poser des conditions, dit Catherine. Si vous voulez ma coopération plutôt que mon obéissance rancunière, je veux tout savoir. Les journaux de votre père, sa correspondance, ses registres d'élevage, tout. Si je risque ma vie pour ce plan, j'ai le droit d'en comprendre tout le contexte. Les jumelles réfléchirent. Donner à Marcus un accès total aux papiers de leur père était dangereux, mais refuser risquait de provoquer précisément l'obéissance amère qu'il avait évoquée. « D'accord, dit Sarah, mais vous les étudierez ici, dans cette pièce, sous notre supervision. Rien ne quitte cette maison. Ce qu'aucun d'eux ne dit à voix haute, c'est qu'ils venaient tous de conclure un pacte avec quelqu'un en qui ils n'avaient pas entièrement confiance, jouant leur avenir sur une tromperie si audacieuse qu'elle ne pouvait réussir que si chaque élément s'alignait parfaitement. Et dans le comté de Loon, en Alabama, en 1847, la perfection était une denrée rare. L'été apporta une chaleur écrasante à Belle River, une chaleur qui épaississait l'air comme du sirop et transformait chaque tâche physique en épreuve. Mais à l'intérieur de la maison principale, derrière les volets fermés et les rideaux tirés, une autre forme de pression montait. Sarah et Catherine commencèrent leur recherche de mari convenable avec le calcul froid que leur père leur avait enseigné. Elles avaient un besoin d'hommes répondant aux critères de caractère et de statut exigés par les exécuteurs, tout en étant suffisamment vulnérables pour être manipulés. Elles dressèrent une liste à partir des suggestions d'Osgood et de leurs propres observations de la société du comté de Loons. Le premier candidat fut M. Edmund Varley, un veuf de 68 ans, dont l'exploitation cotonnière avait souffert depuis que ses fils étaient repartis vers l'ouest chercher fortune au Texas. Varley avait été un ami du colonel et manifesta un intérêt immédiat lorsqu'on lui proposa une union potentielle avec l'une des jumelles. « Une magnifique opportunité », déclara-t-il, lors de sa première visite à Belle River en juillet, ses yeux humides, parcourant Catherine d'une manière qui lui donna la chair de poule. « L'union de deux belles propriétés, la continuation de l'héritage de votre père. Je serais honoré de vous guider à travers les complexités de la gestion d'une plantation. » Catherine sourit et ne dit rien. Après le départ de Varley, elle se frotta les mains jusqu'à les avoir à vif dans la bassine, comme si elle pouvait effacer le souvenir de sa paume sur son bras durant la visite du domaine. « Il fera l'affaire, » dit Sarah d'un ton clinique. « Il est désespéré de restaurer sa réputation après l'échec de la récolte de l'an dernier. Il acceptera n'importe quelle clause prénuptiale pour sécuriser ce lien. »« Je ne peux pas, » murmura Catherine. « Sarah, je ne peux pas le laisser me toucher. Il ne le fera pas. C'est tout l'intérêt. Le mariage est une fiction légale. Marcus engendre l'enfant. Varley en reçoit le crédit, et nous conservons le contrôle. Mais organiser deux mariages de ce type s'avéra plus complexe que prévu. Les exécuteurs, en particulier Brinidge, avaient des opinions très arrêtées sur les unions appropriées. Lorsque Sarah suggéra qu'elle pourrait épouser un marchand de Mobile, un homme de 42 ans ayant un succès modéré dans le commerce du coton, Brinidge rejeta immédiatement l'idée. « Origines inappropriées, » déclara-t-il. « Votre père avait l'intention que vous épousiez des familles de planteurs établis, pas des classes commerciales. Le grand-père de cet homme était un serviteur sous contrat, pour l'amour de Dieu. » Les jumelles répliquèrent que le langage du testament ne précisait pas les familles de planteurs, seulement des hommes de caractère et de statut convenables. Mais Brinidge resta inflexible, menaçant de saisir les tribunaux pour clarifier l'intention du testament si elle continuait à proposer des candidats jugés inappropriés. « Il essaie de nous forcer à des mariages qui lui profitent, » fulmina Sarah après une réunion particulièrement tendue. « Il a des fils. Tu te rends compte qu'il cherche probablement à marier l'une de nous dans sa propre famille ?» Pendant que les négociations matrimoniales s'enlisaient, Marcus s'immergea dans les papiers du colonel Sutton. Ce qu'il y découvrit dépassa ses pires attentes. Le programme d'élevage du colonel avait fonctionné pendant 20 ans avec une brutalité systématique. Il avait imposé des accouplements précis, vendu des enfants ne correspondant pas à ses critères, séparé des familles sans aucun égard pour les liens humains. Il consignait tout dans un langage clinique qui réduisait les personnes à des points de données. Femelle numéro 7 montre une résistance aux assignations de reproduction. Recommander une discipline accrue en isolement afin d'induire la conformité. Mais les journaux contenaient aussi autre chose. La preuve d'un réseau.
Le colonel n'avait pas agi seul. Il correspondait avec d'autres planteurs, avec des professionnels de la médecine, avec des universitaires des universités du Sud. Ils échangeaient des résultats de recherche, comparèrent leurs méthodes et discutaient des moyens de faire avancer leurs théories sur les hiérarchies raciales et l'amélioration humaine. Marcus commença à copier soigneusement les passages les plus accablants, utilisant le papier que Sarah fournissait pour les comptes du ménage et écrivant tard dans la nuit lorsque les jumelles s'étaient retirées. Il développa un système pour cacher ces pages copiées dans une section évidée de son matelas, constituant une archive secrète destinée à voyager un jour vers le nord. Mais il commença aussi à remarquer quelque chose que les jumelles n'avaient pas mentionné: le schéma de maladie parmi la population asservie de Belle River. Fin juillet, 3 femmes des quartiers développèrent des symptômes: lésions, fièvre, faiblesse progressive. Pritchett en fit un rapport désinvolte, suggérant de les isoler et de leur fournir des soins minimaux jusqu'à leur guérison ou leur mort. Marcus avait lu les notes médicales privées du colonel et reconnut immédiatement ce qu'il voyait: la syphilis. Le colonel avait infecté plusieurs femmes, soit délibérément dans le cadre de ses recherches, soit par ses abus sexuels systématiques. Désormais, la maladie se propageait dans les quartiers, transmise entre couples et de mères à nourrissons. Marcus présenta ses conclusions à Sarah et Catherine un soir, étalant les traités médicaux annotés de leur père. Votre père leur a donné la syphilis. Soit il l'a contractée lui-même et l'a propagée, soit il les a exposés volontairement. Les journaux suggèrent les deux, et ça les tue. Le visage de Catherine pâlit. Combien? Au moins 7 présentent des symptômes, mais la syphilis peut rester latente pendant des années. Il est impossible de savoir combien sont infectés sans un examen médical approprié, et même alors. Il s'interrompit, l'inutilité évidente. Sarah se leva brusquement et alla vers la fenêtre, le dos raide. Peut-on les traiter? Les traitements au mercure, parfois. Mais ils sont presque aussi dangereux que la maladie elle-même, coûteux et nécessiteraient un médecin disposé à traiter correctement des esclaves. Faites-le quand même, dit Sarah sans se retourner. Achetez tous les médicaments nécessaires à Mobile. Faites venir un médecin. Et s'il refuse de les traiter correctement, trouvez-en un autre. Miss Sarah, le coup, je me fiche du coup. Notre père a fait ça. Nous n'allons pas les laisser mourir de sa dépravation. Ce fut la première fissure dans la façade que Marcus observa. Le premier signe que les jumelles pouvaient être motivées par autre chose que la simple survie personnelle. Il nota cette information comme un renseignement précieux. Le docteur Greyfield arriva 2 jours plus tard, agacé d'avoir été convoqué pour soigner des esclaves. Il examina les femmes malades avec un dégoût à peine dissimulé, confirma le diagnostic et prescrivit des traitements au mercure avec l'assurance joyeuse de quelqu'un que la survie des patients n'intéressait guère. « Le traitement prend des mois », dit-il en se lavant les mains dans la bassine qu'un domestique lui tendait. « Aucun résultat garanti. Franchement, il serait plus économique de les isoler et de laisser la nature suivre son cours. Les remplacer par du stock sain. Nous prendrons votre prescription, dit Catherine froidement, et vous examinerez toute la population asservie. Tout le monde. Identifiez tous les cas potentiels. » Les sourcils de Greyfield se levèrent. Cela représente plus de 40 personnes. La dépense sera à notre charge. Quand pouvez-vous commencer? Les examens eurent lieu sur 3 jours en août, dans une cabane que Pritchett avait fait vider pour l'occasion. Greyfield travailla avec une efficacité mécanique, notant les symptômes dans un registre et posant des diagnostics avec le tact d'un inspecteur de bétail. Le bilan final fut pire que ce que Marcus craignait. 14 cas confirmés, 8 autres probables. Près d'un tiers de la population asservie de Belle River avait été infectée par les abus systématiques du colonel. Sarah et Catherine absorbèrent l'information en silence. Puis Sarah prit une décision qui aurait choqué leur père et déconcerté leurs voisins. « Nous les traitons tous », annonça-t-elle. « Achetez le mercure, les bandages, tout ce qui est nécessaire. Améliorez les rations pour les malades. Ils auront besoin de force pour survivre au traitement. Réduisez les quotas de travail. Et Marcus, vous superviserez les soins. Tenez des registres détaillés de ce que chacun reçoit et de leur évolution. » Miss Sarah, objecta Pritchett, cela va coûter des milliers de dollars et réduire considérablement la productivité. Votre père n'aurait jamais... Notre père leur a fait ça, interrompit Catherine. Nous réparons ces dégâts. La dépense n'a aucune importance. Ce que les jumelles n'exprimèrent même pas l'une à l'autre, c'était la motivation complexe derrière leur décision. En partie, elle était pragmatique.
Des esclaves morts ne travaillaient pas, et la valeur de la plantation dépendait de sa main-d'œuvre. En partie, elle relevait de la culpabilité, la reconnaissance de leur complicité dans le système de leur père, même en tant que victime. Mais en partie, c'était autre chose. Quelque chose qu'aucune des deux ne voulait examiner de trop près. La prise de conscience que le plus grand crime de leur père n'était pas les atrocités spécifiques qu'il avait commises, mais la croyance fondamentale que les autres n'existaient que comme instruments au service de ses objectifs. Elles avaient été élevées dans cette même logique. Confrontées désormais au coût humain de cette vision du monde, elles étaient forcées de choisir quel genre de personnes elles allèrent devenir. Marcus observa ces développements avec une confusion croissante. Il s'attendait à trouver des monstres à Bell River, des gens qui le verraient comme moins qu'humains. À la place, il trouva deux femmes façonnées par la perversion de l'abus de leur père, luttant désormais pour démêler leur propre humanité du poison qu'il leur avait inculqué. Cela ne faisait pas d'elles des alliés. Cela ne signifiait pas qu'il leur faisait confiance. Mais cela compliquait dangereusement son récit simple d'oppresseur et d'opprimé, rendant sa documentation plus difficile. Alors que Marcus luttait avec cette complexité morale, les négociations matrimoniales atteignirent un point de crise. En septembre, Brinidge arriva à Bell River avec une proposition. Son neveu, Thomas Brinidge, âgé de 34 ans, récemment revenu de la Nouvelle-Orléans, où son activité de courtage de coton avait échoué, en raison de ce que l'on appelait délicatement des investissements malheureux. Thomas avait besoin d'un nouveau départ et d'un lien avec une grande fortune. Sarah avait besoin d'un mari que les exécuteurs testamentaires approuveraient. Union parfaite, déclara Brinidge, ayant déjà tranché la question. Thomas a une lignée irréprochable, comprend la gestion d'une plantation et fournira la direction masculine stable dont vous avez besoin. Sarah rencontra Thomas à 2 reprises avant de tirer sa conclusion. Il était faible, vaniteux et criblé de dettes, ce qui le rendait idéal pour ses objectifs. « J'accepterai cette union », dit-elle à Brinidge, sous conditions précises. Un contrat prénuptial, me donnant la gestion exclusive de Bell River. Thomas recevra un revenu annuel, mais n'aura aucun pouvoir décisionnel sur les opérations de la plantation. Et le mariage n'aura lieu que lorsque l'union de ma sœur sera également arrangée. Ces conditions sont hautement irrégulières. Elles ne sont pas négociables. Thomas est suffisamment désespéré pour accepter. Nous le savons tous les deux. Brinidge protesta, mais ne put contester l'évidence. Thomas accepta effectivement, signant un contrat prénuptial qui faisait de lui une figure décorative rémunérée en échange de respectabilité et d'une protection contre ses créanciers. La situation de Catherine s'avéra plus compliquée. Edmund Varley s'était impatienté et avait reporté son attention sur une veuve de Montgomery. Les exécuteurs rejetèrent 3 autres candidats pour diverses raisons. Le temps pressait. Elles avaient jusqu'en février 1849, et on était déjà en octobre 1847. C'est alors que Catherine fit une suggestion qui changea tout. « Et si je ne me mariais pas du tout ?» Sarah leva les yeux des registres qu'elles examinaient. « Le testament nous concerne toutes les deux. Il exige que nous nous marions toutes les deux dans les 24 mois. Il ne dit rien sur le fait de rester mariés. Je pourrais me marier, tomber enceinte, puis des accidents arrivent, surtout aux maris maladifs. » La pièce devint silencieuse. Marcus, assis au bureau où il copiait de la correspondance, sentit une eau glacée lui parcourir l'échine. « Vous suggérez un meurtre, » dit-il doucement. « Je suggère que nous respections la lettre du testament de notre père par tous les moyens nécessaires, » répondit Catherine. Il n'a jamais précisé que les maris devaient survivre. « Catherine, » commença Sarah, « ne prétends pas que tu n'y as jamais pensé. Thomas Brinidge va poser problème. Il est faible mais pas stupide. Une fois marié, il tentera d'imposer son autorité, grossesse ou non. Les hommes comme lui ne peuvent pas s'en empêcher. » Sarah ne contesta pas, et ce silence fut une réponse suffisante. Marcus comprit alors qu'il avait gravement mal évalué la situation. Il avait vu les jumelles comme des victimes de leurs circonstances, des femmes piégées cherchant à échapper au contrôle paternel par des moyens désespérés. Mais elles étaient les filles de leur père d'une manière plus profonde que le sang. Elles avaient appris à considérer les gens comme des obstacles à gérer ou à éliminer. « Si vous envisagez de tuer qui que ce soit, » dit-il avec précaution, « je n'en ferai pas partie. Ce n'est pas ce à quoi j'ai consenti. Vous avez accepté de faire ce que nous disons, » rappela Catherine. « Et vous continuerez, car l'alternative est d'être vendu plus au sud. »« Alors vendez-moi, » répondit Marcus. « Je ne serai pas complice d'un meurtre. » Les jumelles échangèrent un regard. Sarah parla la première, d'une voix plus douce. « Catherine parle en théorie.
Nous ne prévoyons de tuer personne. Mais elle a raison sur un point. Nous devons envisager toutes les possibilités. La situation est plus complexe que prévu. Marcus ne la crut pas. Mais il savait aussi qu'il n'avait aucune bonne option. Refuser de coopérer signifiait être vendu et perdre toute sa documentation. Dénoncer leur plan aux autorités serait inutile. La parole d'un esclave contre celle de femmes blanches est probablement fatale. Il fit donc ce que les esclaves avaient toujours fait. Il acquiesça, obéit, et commença à planifier comment se protéger lorsque la violence inévitable surviendrait. Novembre apporta la première gelée et une nouvelle étape. Le mariage de Sarah avec Thomas Brinidge fut fixé au 15 décembre. La cérémonie aurait lieu à Bell River, avec le révérend Yates comme officiant. Catherine serait demoiselle d'honneur. Les exécuteurs assisteraient à l'événement pour constater l'accomplissement de la première condition. Mais derrière les préparatifs du mariage, des projets plus sombres prenaient forme. Sarah et Marcus commencèrent leur relation physique début novembre. Des rencontres cliniques, organisées dans le bureau verrouillé après que Catherine se soit retirée. Sarah abordait cela avec la même efficacité froide qu'elle appliquait à la gestion de la plantation. Il s'agissait de reproduction, non d'intimité, une fonction biologique nécessaire à l'atteinte d'un objectif. Marcus trouva cela profondément troublant, non à cause du tabou racial qu'il violait, bien que ce danger plane sur chaque rencontre, mais à cause du vide émotionnel, de la capacité de Sarah à dissocier complètement l'acte physique de toute connexion humaine. « Mon père a fait ça à des dizaines de femmes », dit-elle une nuit, après coup, alors qu'il reposait à distance sur le sol du bureau. Il les a forcées exactement dans cette situation. Et j'ai juré que je ne serais jamais comme lui. Et pourtant, me voilà. Tu ne me forces pas, dit Marcus, bien que ce ne fût pas entièrement vrai. La menace d'être vendu planait sur tout. N'est-ce pas? Tu es asservi. Par définition, tu ne peux pas consentir. Je me dis que c'est différent parce que je t'offre la liberté ensuite, parce que nous sommes partenaires dans cette tromperie. Mais nous ne sommes pas partenaires. Je te possède. Dans cette dynamique, le consentement est impossible. C'était la chose la plus honnête qu'elle lui ait dite, et cela rendait tout pire, parce qu'elle comprenait parfaitement ce qu'elle faisait, et le faisait quand même. À la mi-novembre, Sarah était enceinte. Le docteur Greyfield le confirma lors d'une visite destinée à surveiller les traitements contre la syphilis. Les exécuteurs furent ravis. Une condition remplie, il n'en restait qu'une. Thomas Brinidge, arrivé à Bell River 2 semaines plus tôt pour préparer le mariage, accueillit la nouvelle avec la satisfaction béate d'un homme convaincu que sa propre virilité expliquait tout. La situation de Catherine restait non résolue. Elle avait rejeté 6 prétendants, frustrant les exécuteurs et rapprochant dangereusement le calendrier de l'échéance. Puis, début décembre, elle fit une annonce. « J'ai trouvé quelqu'un de convenable. Monsieur Lawrence Kemper, veuf, 51 ans, avec une petite plantation dans le comté de Wilcox. Moyen modeste, réputation respectable, aucun enfant de son premier mariage. Je devrais le rencontrer, dit Brinidge. Bien sûr, il viendra la semaine prochaine. Lawrence Kemper arriva le 8 décembre. Un homme mince et nerveux, aux cheveux grisonnants, avec une toux persistante suggérant la phtisie. Il parlait peu, se montrait constamment déférent envers Catherine, et semblait pathétiquement reconnaissant de son attention. « Il est parfait, » dit Catherine à Marcus après son départ. « Il se meurt lentement, désespéré de compagnie, et trop faible pour imposer une quelconque autorité. Les exécuteurs l'approuveront parce qu'il répond à leurs critères superficiels, et il sera mort d'ici 1 an. Tu vas le laisser mourir de la phtisie? Je vais laisser la nature suivre son cours. Est-ce un meurtre, Marcus? Épouser un homme malade en sachant qu'il ne survivra pas? » Marcus n'eut pas de réponse. Le mariage de Sarah eut lieu par une journée froide et claire de décembre. 40 invités remplirent le salon de Bell River, saturé de parfums et de fumée de bois. Le révérend Yates officia avec sa solennité habituelle. Thomas Brinidge paraissait ravi de lui-même, convaincu d'avoir remporté un prix de valeur. Sarah portait une robe de soie ivoire cousue par Catherine. Son visage, tout au long de la cérémonie, était aussi impassible que celui d'une poupée de porcelaine. Marcus observa depuis le fond de la pièce, officiellement assigné au service domestique. Il vit Sarah prononcer ses vœux sans hésitation, l'embrasser Thomas avec un parfait sang-froid, sourire et recevoir les félicitations d'invités inconscients de la représentation à laquelle ils assistaient. Cette nuit-là, après le départ des invités, et alors que Thomas s'était plongé dans une stupeur alcoolisée dans ses nouveaux appartements,
Sarah rejoignit Marcus dans le bureau. « C'est fait, dit-elle simplement. La première condition est remplie. Thomas fera ce qu'on lui dira. Je l'ai rendu très clair lors de notre conversation de nuit de noces. Il obtient une vie confortable, un revenu annuel et l'apparence de l'autorité. En échange, il ne se mêle pas de mes affaires et ne pose pas de questions sur le fonctionnement de cette plantation. » Elle marqua une pause. Il a accepté, pour éviter d'être exposé comme un fraudeur qui a détourné des fonds à la Nouvelle-Orléans. J'ai acheté sa coopération par la menace, Marcus, de la même manière que j'ai acheté la tienne. Je suis la fille de mon père, tu te souviens? L'amertume dans sa voix était nouvelle, et Marcus l'a reconnue comme dangereuse. Sarah commençait à se haïr pour ce qu'elle devenait, ce qui signifiait qu'elle pourrait agir de manière imprévisible, soit pour prouver qu'elle était différente de son père, soit pour prouver qu'elle s'en moquait. Le mariage de Catherine fut fixé au 20 janvier 1848. Les exécuteurs approuvèrent Lawrence Kemper après un examen minimal. Son passé était propre, ses terres légitimes, et son empressement désespéré à se remarier les rendit aveugles à tout problème potentiel. Mais dans les semaines séparant les deux mariages, quelque chose se fissura à Belle River. Le personnel de maison commença à murmurer à propos de disputes entre les jumelles, des voix élevées derrière des portes closes. Pritchett rapporta qu'elle semblait distraite, prenant des décisions puis les annulant quelques heures plus tard. Marcus savait ce qui se passait. La tension de maintenir leur tromperie, combinée au dégoût croissant de Sarah envers elle-même et au calcul de plus en plus froid de Catherine, fissurait leurs fronts autrefois unis. Cela culmina la veille du mariage de Catherine. Marcus travaillait dans le bureau sur sa documentation secrète lorsqu'il entendit des cris à l'étage. Il monta en courant et trouva Sarah et Catherine dans la chambre de Sarah. Catherine avec le nez en sang, Sarah le visage griffé. « Elle veut le tuer !» cria Sarah en voyant Marcus. « Pas seulement le laisser mourir, l'empoisonner. »« Il est mourant de toute façon !» hurla Catherine. « Pourquoi attendre? Pourquoi risquer qu'il change d'avis sur les termes du mariage? On le dose à l'arsenic. Il est mort en 6 mois. Je suis veuve et enceinte, et tout est réglé. Parce que cela ferait de nous des meurtrières, cria Sarah. De vraies meurtrières. Nous le sommes déjà, répliqua Catherine. Où as-tu oublié le café que tu as servi à Père la nuit de sa mort? Le silence tomba. Marcus regarda les jumelles, la compréhension l'envahissant avec une clarté écœurante. Vous avez tué votre père. Sarah s'effondra sur le lit, le visage enfoui dans ses mains. Arsenic mélangé à du verre pilé dans son café. De petites doses pendant 3 semaines. Ça ressemblait à une défaillance cardiaque. Le docteur Greyfield n'a jamais soupçonné quoi que ce soit. Il voulait croire à une mort naturelle. Nous n'avions pas le choix, dit Catherine, défiant. Il allait vendre Marcus et 3 autres esclaves à un traître du Mississippi. Nous l'avons entendu en parler. Et il comptait nous forcer à épouser des hommes qu'il avait choisis. Des hommes qui l'auraient aidé à poursuivre son programme d'élevage. Il y a toujours un choix, répondit Marcus doucement. Facile à dire, répliqua Catherine. Tu n'es pas enfermé dans une cage construite par un homme qui te considérait comme une expérience biologique. Je suis enfermé aussi, dit Marcus, simplement dans une cage différente, et je n'ai jamais tué pour en sortir. La dispute aurait pu continuer, mais ils entendirent des pas dans l'escalier. Thomas, titubant vers la chambre de sa femme. Les 3 conspirateurs se turent, écoutant ses jurons maladroits avant qu'il n'abandonne et s'éloigne. Après son départ, Sarah parla doucement. « Nous ne pouvons pas refaire ça, Catherine. Si tu empoisonnes Lawrence, tout est fini. Quelqu'un remarquera, quelqu'un enquêtera. Et tout, la plantation, notre liberté, la documentation de Marcus, sera détruit. Alors que proposes-tu? Nous manquons de temps. Nous attendons. Nous laissons la nature suivre son cours avec Lawrence. Nous endurons. Et quand tout sera terminé, quand les conditions du testament seront remplies, alors nous déciderons qui nous voulons être. » Catherine ne répondit pas tout de suite. Lorsqu'elle parla enfin, sa voix était lasse. « Je ne sais pas si je peux encore endurer. Je ne sais pas s'il reste quoi que ce soit de moi à sauver. » Marcus, les observant, comprit qu'il avait documenté la mauvaise histoire. Il s'était concentré sur les atrocités du colonel, le programme d'élevage, les abus systématiques. Mais la véritable horreur de Belle River n'était pas seulement ce qui avait été fait aux personnes réduites en esclavage, aussi terrible que cela fût. C'était ce qui avait été fait aux jumelles elles-mêmes, la manière dont leur père les avait transformées en armes, puis les avait retournées l'une contre l'autre. Elles étaient à la fois victimes et bourreaux,
enfermées dans des rôles qu'elles n'avaient pas choisis, mais qu'elles jouaient désormais avec une desperation croissante. Et Marcus était prisonnier avec elle, sa survie dépendant d'un stratagème qui semblait chaque jour plus susceptible de se terminer par une violence catastrophique. Le mariage de Catherine avec Lawrence Kemper eut lieu le 20 janvier 1848. Une cérémonie modeste, avec seulement 20 invités. Kemper paraissait squelettique, sa toux aggravée par le froid hivernal. Il eut besoin de l'aide de Catherine pour marcher jusqu'au salon où attendait le révérend Yates. La cérémonie dura 12 minutes. Lorsque Yates les déclara mari et femme, Kemper tenta d'embrasser sa jeune épouse, mais fut saisi d'une quinte de toux qui laissa du sang sur son mouchoir. « La phtisie l'a bien attrapé », murmura le docteur Greyfield à Greenwich. 6 mois, peut-être moins. Lawrence Kemper s'installa à Bell River ce soir-là, occupant une chambre éloignée de celle de Catherine. Il se montrait pathétiquement reconnaissant pour chaque geste de bonté, remerciant sans cesse les domestiques pour l'eau ou le feu. Catherine et Marcus commencèrent leur rencontre début février. Contrairement à l'amère lucidité de Sarah, Catherine traitait cela comme une transaction à accomplir efficacement. Elle fixait des horaires précis et repartait ensuite sans un mot. En mars, Catherine était enceinte. Lawrence Kemper, alité par l'aggravation de sa maladie, accueillit la nouvelle avec une joie confuse. « Dieu soit loué », murmura-t-il. « Tu auras quelque chose pour te souvenir de moi. » Les exécuteurs vinrent en avril pour vérifier les 2 grossesses. Tout leur sembla conforme. Les 2 jumelles mariées, enceintes, la production de coton maintenue. Greenwich se déclara satisfait. Pendant ce temps, Marcus passait ses nuits à documenter. Il disposait désormais de preuves du programme d'élevage, de l'épidémie de syphilis, de l'empoisonnement et du stratagème matrimonial. Mais il ne savait toujours pas comment faire parvenir ces documents au Nord sans être découvert. En mai, un prédicateur itinérant nommé Jacob Sturgis arriva, prétendant collecter des dons missionnaires. Au dîner, Sturgis mentionna avoir passé du temps à Philadelphie. Marcus capta l'accentuation. Un centre abolitionniste connu. Il fit un discret geste de la main, signe utilisé par le réseau clandestin. Sturgis s'interrompit une fraction de seconde, regarda Marcus, puis poursuivit comme si de rien n'était. Plus tard, près de l'écurie, Marcus l'aborda. « J'ai des documents, des preuves de crime. Ils doivent atteindre Philadelphie. » Après réflexion, Sturgis accepta. Marcus passa 10 jours à recopier ses preuves les plus cruciales sur du papier très fin, écrivant en caractères minuscules. Il documenta les expériences du colonel, la reproduction forcée, l'épidémie de syphilis, l'empoisonnement et son propre rôle dans le stratagème des jumelles. Il demanda à Isaiah, un travailleur des champs, de remettre les documents à Sturgis à Selma. 2 semaines plus tard, Isaiah revint, confirmant la livraison. Marcus se sentit à la fois libéré et terrifié. Les preuves existaient désormais hors du contrôle des jumelles. Mais si elles étaient découvertes, il était un homme mort. L'été apporta une tension croissante. La grossesse de Sarah progressait normalement, mais elle se repliait de plus en plus sur elle-même. Thomas Greenwich se mit à boire excessivement. Lawrence Kemper dépérissait dans sa chambre, soigné par des domestiques patients. Puis Sarah commença à rendre visite à Lawrence, lui apportant des livres. Il avait été instituteur autrefois, expliqua-t-il, avant d'hériter d'une plantation qu'il n'avait jamais su gérer. « Je suis juste un maître d'école qui voulait lire des livres », dit-il faiblement. « Est-ce si terrible ?» Sarah n'eut pas de réponse. Le 17 août 1848, Lawrence Kemper mourut dans son sommeil de la phtisie. Il fut enterré 3 jours plus tard, sa brève présence commémorée par une simple pierre tombale. Lawrence Kemper, 1797-1848. Il trouva la paix à la fin. Catherine était désormais une veuve enceinte. Les conditions du testament étaient remplies. Mais quelque chose changea en elle après la mort de Lawrence. Une culpabilité, même si elle ne l'avait pas tué activement. À la mi-septembre, une femme se présenta en prétendant être la demi-sœur du colonel, menaçant d'intenter un procès si elle ne recevait pas une compensation. Les jumelles savaient qu'elle était une fraude. Mais avant qu'elle ne puisse agir, elle tenta de soudoyer Pritchett. Celui-ci rapporta immédiatement l'incident. Armés de cette preuve, les jumelles confrontèrent l'imposture et son avocat à Hanville. La rencontre fut brève et brutale. Elles quittèrent l'Alabama dans les 24 heures, mais l'épisode révéla leur vulnérabilité. Jusqu'à la naissance des enfants, elles restèrent des cibles. Fin octobre, tout faillit s'effondrer.
Thomas Brinidge, ivre après une partie de cartes gagnée, fit remarquer que Sarah était tombée enceinte très rapidement après le mariage. Une rapidité surprenante. La rumeur se répandit dans tout le comté en quelques jours. Le scandale frappa Belle River comme un orage. Brinidge arriva en exigeant des explications. Sarah prit une décision. Elle se tint devant des voisins influents, enceinte de 7 mois, et livra une confession soigneusement calculée. « J'ai été fautive », dit-elle avec calme. « Avant notre mariage, Thomas et moi avons eu des relations. Je suis tombée enceinte. Plutôt que d'annuler le mariage et d'affronter la ruine, nous avons poursuivi la cérémonie. C'était mal, c'était pécheur. Mais cela n'annule pas le testament de notre père. » Les hommes échangèrent des regards embarrassés. L'intimité prénuptiale était scandaleuse, mais pas inconnue. L'aveu franc de Sarah rendit l'histoire crédible, un mensonge protégeant une tromperie plus vaste. « Et votre sœur » demanda Brinidge. La situation de Catherine est parfaitement conforme. Brinidge l'examina longuement, sans preuve, pour contester son récit. « L'affaire est close », déclara-t-il enfin. Les conditions du testament ont été remplies. Après leur départ, Sarah s'effondra dans le salon, son masque enfin brisé. Sarah entra en travail le 14 novembre 1848. L'accouchement dura 18 heures. À l'aube du 15 novembre, le cri d'un bébé perça le silence matinal. « Une fille », annonça la sage-femme. « Petite, mais en bonne santé. » Sarah, épuisée, reposait contre les oreillers, sa fille emmaillotée à ses côtés. L'enfant avait des cheveux foncés et des traits ambigus, utile dans une maison bâtie sur des mensonges. « Elle est libre », murmura Sarah. « C'est tout ce qui compte. » Catherine accoucha le 7 décembre après 12 heures difficiles. Le cordon ombilical s'était enroulé autour du cou du bébé. La sage-femme travailla avec un calme méthodique jusqu'à ce qu'un faible cri confirme la survie. « Encore une fille », dit-elle. « Une battante. » Catherine regarda sa fille, plus sombre que celle de Sarah, avec des traits nécessitant des explications prudentes. « Je l'appellerai Ruth, comme notre mère. Et la mienne sera Abigail, » dit Sarah en larmes, « comme la grand-mère que nous n'avons jamais connue. » Ces noms honorèrent des femmes que leur père avait effacées. C'étaient les premières décisions que les jumelles prenaient, qui n'étaient pas calculées pour un avantage, simplement des mères nommant leurs filles. Les exécuteurs testamentaires visitèrent la plantation le 20 décembre afin de vérifier les 2 naissances et de finaliser le transfert de la succession. Brinidge examina les nourrissons de manière clinique, nota leur existence et déclara que les conditions du testament étaient pleinement remplies. La plantation de Belle River est par la présente transférée à Sarah Brinidge et Catherine Kemper. La succession est officiellement close. Après son départ, Sarah ne ressentit rien, ni triomphe ni soulagement, seulement un épuisement profond. Elles avaient gagné, mais le prix avait été immense. Marcus entra, portant Abigail dans ses bras. Elle veut sa mère. Lorsque Sarah prit sa fille, elle prit une décision. Nous tiendrons notre promesse. Tes papiers d'affranchissement seront déposés la semaine prochaine. Des fonds suffisants te permettront de rejoindre Philadelphie et de t'y établir. Marcus s'attendait à des retards. La franchise de ses paroles le prit au dépourvu. Comme ça, nous avions un accord. Je l'honore. Et les documents que j'ai envoyés au Nord? Les yeux de Sarah se durcirent. Je suis au courant. Pritchett intercepte toute la correspondance. Je sais ce qu'il contenait. Tout. Les programmes de mon père. L'empoisonnement. Notre arrangement. Alors pourquoi ne m'as-tu pas arrêté? Parce que tu avais raison de tout documenter. Quelqu'un doit dire la vérité. Peut-être que ton témoignage atteindra ceux qui peuvent faire changer les choses. Catherine apparut avec Ruth dans les bras. Nous ne t'empêchons pas de partir, mais nous te demandons 6 mois. Reste jusqu'en juin. Aide à stabiliser les opérations. Ensuite, pars avec notre bénédiction et assez d'argent pour recommencer ta vie. C'était une manipulation habile, mais aussi honnête. 6 mois, accepta-t-il. L'hiver passa dans un calme relatif. Les traitements contre la syphilis se poursuivirent, plusieurs patients se rétablissant complètement. Les jumelles s'installèrent dans la maternité, tout en maintenant une gestion efficace de la plantation. Marcus passait ses soirées à préparer son départ, mais se surprenait à hésiter. Il s'attachait aux enfants qu'il avait engendrés et développait une compréhension plus nuancée des jumelles, des victimes, cherchant à échapper à leurs conditions, essayant d'être meilleurs que ce qu'on leur avait appris à être. En mars, une lettre de Pennsylvanie arriva, adressée à Marcus. Elle venait de Jacob Sturgis. Son témoignage avait atteint la société anti-esclavagiste de Pennsylvanie. Il le compilait
pour un rapport sur les plantations d'Alabama. L'héritage de mon père sera l'exposition et la condamnation, dit Sarah doucement. Tout ce en quoi il croyait servira de preuve de la corruption du système. C'était un monstre, répondit Marcus. Je sais, mais c'était aussi mon père. Ils avancèrent le départ de Marcus à la mi-avril. La veille de son départ, Sarah le convoqua dans le bureau. J'ai réfléchi à ce que nous avons fait. Nous nous sommes convaincus que nous étions différentes de notre père parce que nous t'offrions la liberté. Mais ce n'était pas vrai. Nous avons simplement utilisé une coercition plus sophistiquée. Je le sais. Et pourtant, tu es resté ces mois supplémentaires. Tu as terminé les traitements, tu as respecté ton engagement même après avoir su que j'avais découvert tes documents. Sarah lui tendit une sacoche lourde de pièces d'or. C'est plus que ce que nous avions convenu. Il y a aussi des lettres de recommandation pour des marchands qui ne remettront pas en question les papiers d'un homme affranchi. Pourquoi? Parce qu'un jour, Abigail et Ruth demanderont qui était leur père. Je veux leur dire que c'était un homme bon, qui a fait des choix difficiles, qui a documenté la vérité quand d'autres voulaient l'enterrer. Catherine entra avec les 2 bébés. Nous disons adieu comme une famille doit le faire. Marcus tint ses filles une dernière fois, gravant leur visage dans sa mémoire. « Soyez bonnes, murmura-t-il. Soyez meilleures que nous tous. » Marcus quitta Belle River le 18 avril 1849. Il emportait ses papiers et un daguerréotype que Sarah avait secrètement commandé, lui tenant les 2 filles dans ses bras. Marcus et ses filles. Avril 1849. Puissent chacun trouver la liberté. Il atteignit Mobile et obtint un passage vers le nord. Le navire partit le 23 avril. Il ne retourna jamais en Alabama, mais son témoignage, lui, y revint. La Société anti-esclavagiste de Pennsylvanie publia son rapport en juillet 1849, détaillant les conditions de plantation et nommant explicitement le colonel Nathaniel Sutton. Cela provoqua l'indignation dans les États du Nord et la fureur dans le Sud. En août, Harold Breenidge commença à poser des questions sur la manière dont les informations de Belle River avaient atteint la Pennsylvanie. Le 3 septembre, il arriva avec un shérif et un mandat de perquisition pour rechercher des preuves d'activité abolitionniste. « Marcus a été affranchi », répondit calmement Sarah. « Il est parti avec notre bénédiction. Ce qu'il a fait ensuite ne nous regarde pas. Il a volé des biens, les journaux de votre père. Les journaux de mon père nous appartenaient. Nous avons donné à Marcus l'accès dans le cadre de ses fonctions. Ce qu'il en a fait relève de la spéculation. La fouille dura 3 heures. Ils ne trouvèrent rien. Catherine avait brûlé tout ce qui pouvait être incriminant plusieurs semaines auparavant. Breenidge repartit les mains vides, mais ses dernières paroles étaient une menace. Ce n'est pas fini. Quelqu'un finira par découvrir la vérité. Après son départ, Catherine déclara « Nous devons disparaître ». Cela prit 6 semaines. Elles vendirent Belle River contre des liquidités immédiates, affranchirent plusieurs personnes clés avec des fonds pour s'établir, et vendirent les autres à un marchand Quaker qui avait promis leur transport vers des États libres. Thomas reçut sa propriété et une compensation financière en échange de son accord à ne jamais contester la vente. Le 14 octobre 1849, Sarah et Catherine embarquèrent à Mobile pour la Nouvelle-Orléans, voyageant comme veuves avec leurs filles en bas âge. Mais avant de quitter l'Alabama, elles firent une dernière halte. Le 15 octobre, un incendie se déclara dans le sous-sol du tribunal de Hanneville. Le bâtiment brûla pendant 6 heures et s'effondra avant l'aube. 3 corps furent retrouvés, identifiés comme des vagabonds cherchant refuge, bien que personne ne s'interrogeât sur la raison pour laquelle ils étaient enchaînés dans le sous-sol. L'enquête conclut à un accident causé par une lampe renversée. La plupart des archives du comté entre 1847 et 1849 furent détruites. Toute tentative de retracer l'histoire de Belle River ne révélerait que des fragments et des vides. Sarah et Catherine atteignirent le Wisconsin en décembre 1849. Elles achetèrent une petite ferme près de Madison sous de fausses identités, se présentant comme 2 sœurs veuves recommençant leur vie. Leurs filles grandirent en sachant seulement que leur mère venait d'Alabama, qu'elles avaient fui des circonstances difficiles, et que leur père avait été un homme bon ayant fait des sacrifices. Marcus s'établit à Philadelphie comme comptable. Il ne se maria jamais, n'eut jamais d'autres enfants, et ne parla jamais publiquement de l'Alabama. Mais il continua de témoigner et d'aider à faire passer des esclaves en fuite jusqu'au début de la guerre de sécession. Il conserva le daguerréotype caché, le sortant parfois pour contempler les visages de ses filles. En 1863, un locataire de l'Union découvrit un coffre scellé dans les ruines de Belle River, contenant des journaux et des registres de reproduction
confirmant tout ce qui figurait dans le rapport et révélant de nouvelles horreurs. Ces documents devinrent des preuves majeures en faveur de l'abolition totale de l'esclavage. L'héritage du colonel Nathaniel Sutton devint exactement ce que ses filles avaient prédit. Exposition, condamnation, preuve d'un mal systémique. Mais la vérité complète sur Sarah et Catherine, sur Marcus et les enfants, demeura cachée dans des archives brûlées et des mensonges soigneusement construits. L'incendie du tribunal ne fut jamais élucidé. Les corps ne furent jamais identifiés. Les documents ne furent jamais récupérés. Et la vérité concernant les jumelles de l'Alabama, qui partagèrent un même esclave jusqu'à ce qu'elles tombent toutes deux enceintes, resta enfouie dans la cendre et le silence pendant plus d'un siècle. Certains historiens affirment que l'histoire est fabriquée, qu'aucun document ne soutient ces événements. D'autres pointent le rapport de la Société anti-esclavagiste de Pennsylvanie et soutiennent que là où il y a des documents, il y a une part de vérité. Mais peut-être que la vérifiabilité de chaque détail importe peu. Ce qui compte, c'est ce que cette histoire révèle sur le système qui rendit de tels événements non seulement possibles, mais presque inévitables. Un système fondé sur la réduction des êtres humains à l'état de propriété, sur l'usage de la violence et de la tromperie comme outil de contrôle. Les jumelles Sutton, si elles ont existé, furent à la fois victimes et bourreaux. Marcus, s'il a vécu, fut à la fois collaborateur et résistant. Les enfants héritèrent d'un legs de traumatisme et de survie, de culpabilité et de résilience. Et nous héritons, nous, de la responsabilité de nous souvenir, d'examiner, et de veiller à ce que les conditions ayant engendré de telles horreurs n'existent plus jamais. Que pensez-vous de cette histoire? Croyez-vous que tout a été révélé, ou reste-t-il encore des secrets enfouis dans ces archives brûlées? Laissez votre commentaire avec votre interprétation de ce qui s'est réellement passé à la plantation Belle River. Si cette histoire vous a marqué et que vous souhaitez découvrir d'autres mystères sombres de l'histoire américaine oubliée, abonnez-vous à Liturgy of Fear, activez la cloche de notification et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui apprécie les vérités dérangeantes du passé. La prochaine histoire pourrait être encore plus troublante que celle-ci. Jusqu'à la prochaine fois, souvenez-vous, les chapitres les plus sombres de l'histoire sont souvent ceux que l'on a le plus cherché à effacer.